Donc, c'est un webinaire qui a pour sujet l'extranéité dans le mandat de protection future. Nous sommes une organisation, donc nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Droit Quotidien, qui a pour mission d'améliorer l'accès aux droits des citoyens. Nous sommes la filiale française qui est plus spécifiquement spécialisée sur le sujet des mesures de protection et encore plus spécialisée encore sur le mandat de protection future. Donc, nous réalisons régulièrement des webinaires sur des sujets qui concernent le mandat de protection future notarié. Donc, sur ce webinaire, en fait, on va bien sûr aborder la question de cette notion d'extranéité, hein, parce qu'en fait, voilà, dans le mandat de protection future, il y a des thématiques, il y a des situations qui ne constituent pas véritablement de l'extranéité, alors que d'autres en sont effectivement et vont poser des questions de droit international privé. Et ensuite, on abordera deux exemples. Un exemple d'un mandat de protection future français qui devrait s'appliquer à l'étranger et un autre exemple d'un mandat étranger, dans quelle mesure il pourra s'exécuter en France. Donc, sur cette notion d'extranéité dans le mandat de protection future, donc en gros, l'extranéité, c'est ce qui est étranger. Et donc, on va dire que dans le cas d'un mandat de protection future, il va y avoir trois éléments d'extranéité possibles. La personne, le lieu de vie et ses biens. Et donc, par opposition, donc l'idée, c'est que en gros, c'est ce qui n'est pas français qui va amener potentiellement un élément d'extranéité sur le sujet du mandat de protection future. En réalité, donc au niveau de l'extranéité, il peut y avoir effectivement le sujet de la nationalité du mandant, le lieu de résidence du mandant et la situation géographique des biens à protéger. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il n'existe pas malheureusement de règles uniques au niveau international pour rédiger toutes ces questions. Et donc, on va avoir vocation à véritablement se poser la question de la réglementation applicable au cas par cas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que côté mandataire, ça ne constitue pas des éléments d'extranéité. C'est-à-dire que si vous avez un mandataire désigné qui est de nationalité étrangère, voire même qui vit à l'étranger, eh bien, ça n'a pas du tout d'impact sur la réglementation applicable. Ce n'est que ce qui va toucher le mandant, qui est potentiellement un élément d'extranéité. Et en fait, on va voir que ce qui va vraiment être essentiel, c'est le lieu, soit de signature du mandat, soit le lieu de vie. Donc, pour ce qui concerne, en fait, on a deux catégories d'interrogation et tout ça est régi. Donc, il se trouve qu'on a quand même une convention internationale, la convention de l'Haye, qui a été ratifiée ou pour lequel il y a eu une adhésion de 16 pays, ce sont des pays européens. Et donc, cette convention de l'Haye porte sur la protection internationale des adultes. Elle date de 2000 et donc la France l'a du coup ratifiée et elle est entrée en vigueur du coup en 2009. Et donc l'article qui va concerner en fait le sujet du mandat de protection future, c'est l'article 15. Et ce que prévoit cet article 15, c'est que d'une part, donc la loi applicable aux conditions de validité du mandat de protection future, elle dépend du lieu de résidence du mandant lors de sa conclusion. Mais il aura la possibilité, dans le mandat, de choisir une autre loi applicable, qui peut être celle de sa nationalité, celle de sa résidence habituelle, enfin d'une résidence habituelle précédente. Ça veut dire que si une personne a résidé habituellement dans un ou plusieurs autres pays précédemment, elle peut choisir la loi de ce pays-là pour ce qui est des conditions de validité du mandat de protection future, ou celle de la situation d'un bien pour la gestion de ce bien. Donc, ça signifie que, en fait, on a quand même une certaine liberté. Si une personne habite à l'étranger et qu'elle décide, parce qu'elle est française,
de vouloir faire un mandat de protection future selon les règles de validité du droit français, elle peut le faire même si elle ne réside pas à ce moment-là en France. Donc ça vous règle un peu la question des expatriés qui sont susceptibles de revenir en France en cas de problème. Donc la Convention de La Haye, elle dissocie la question des règles relatives à la validité du contrat par rapport aux règles relatives à l'exécution du contrat. C'est-à-dire que la loi applicable à l'exécution du contrat ne sera pas forcément la même que celle relative aux conditions de validité du contrat. Donc ça signifie que votre mandat de protection future, s'il est mis en application, et s'il doit être mis en application en France, eh bien c'est effectivement le droit français qui va s'appliquer. Par contre, s'il doit être exécuté dans un autre pays, eh bien ce sera dans cet autre pays. Ce sera la loi de cet autre pays qui sera applicable. Et c'est là que ça amène quand même un petit peu de complexité. Donc, ça veut dire que si le mandant réside dans un lieu, mais qu'il détient des biens qui sont situés dans d'autres pays, alors on pourra avoir plusieurs réglementations qui s'appliqueront en parallèle. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir cet élément à l'esprit si les personnes détiennent des biens à l'étranger ou si elles vivent à l'étranger et envisagent de revenir en France. Maintenant qu'on a vu ces points, donc on va s'attaquer à des exemples parce que c'est toujours le meilleur moyen en fait de comprendre une réglementation, c'est quand même de se poser sur un exemple précis. Donc, pour commencer, on va prendre l'exemple donc d'un Français qui va se retrouver potentiellement vivre à l'étranger. Donc, cette personne s'appelle Jean-Eudes, il est né à Maubeuge et il vit dans le Nord. Et il a rédigé son mandat de protection future auprès de son notaire. Il se trouve que parallèlement, il est propriétaire d'un riad à Tanger, au Maroc, et que, eh bien, quand malheureusement il se retrouve dans une situation de devoir activer son mandat de protection future, il est toujours à Maubeuge, et donc son mandat est activé en France. Et par la suite, il part vivre à Grenade, en Espagne. Et donc la question qui va se poser, c'est de savoir quelles sont les lois applicables dans la situation de Jean-Eudes. Eh bien, pour ce qui est des conditions de validité de ce mandat de protection future, eh bien, ce seront bien les articles du Code civil français qui vont s'appliquer, c'est-à-dire les articles 477 et suivants du Code civil. Donc, par contre, dès le départ, on sait qu'il y a un bien qui se situe à l'étranger. En l'occurrence, il y a un bien au Maroc. Et donc, il va falloir s'assurer, même si au niveau de la condition de validité, on est sur la loi française, on sait qu'à terme, on va avoir du coup, on va devoir potentiellement appliquer la réglementation marocaine sur ce bien-là. Donc, il va falloir se poser la question de, même si sur les conditions de validité, on n'a pas vraiment de problématique, il va quand même falloir se poser la question de savoir est-ce que ce mandat de protection future pourra effectivement être mis en œuvre au Maroc. Donc, il s'avère que la loi marocaine reconnaît en fait l'existence des mesures de protection étrangères. Elle le prévoit dans sa réglementation, mais pour cela, il va falloir que il y ait un jugement d'exéquatur. Alors, pas au moment de la signature du mandat de protection future, mais au moment de sa mise en œuvre. Donc, ça veut dire qu'on va activer tranquillement le mandat de protection future en France en se rendant au greffe des tutelles français. Et une fois que ce mandat est activé, qui donc contiendra le tampon indiquant que le mandat est en exécution, eh bien, il faudra prendre cet acte et le faire qu'il fasse l'objet d'un jugement d'exéquatur au Maroc. Pour cela, évidemment, il faudra se rapprocher d'un avocat,
marocain pour qu'il prenne en charge cette demande. Et point très important, il faudra bien joindre au jugement à la demande d'exéquatur le certificat médical qui a servi à activer le mandat de protection future en France. En plus, voilà, de la copie authentique qui contiendra la mention d'exéquatur. Pardon, d'activation. Donc, ce qui peut être intéressant dans le cadre de notre coffre-fort de volonté, bah, c'est de pouvoir mentionner les coordonnées de l'avocat. Parce que si une personne dispose d'un bien à l'étranger, elle a souvent voilà, des contacts avec des professionnels du droit dans ce pays. Donc, ce qui peut être très intéressant, c'est pas de mettre les contacts de ces personnes dans le mandat lui-même, parce que forcément, ça peut évoluer, le type de personne avec qui on a recours à l'étranger. Mais par contre, ça peut être intéressant d'aller les mettre dans le coffre de volonté, de mettre les coordonnées des personnes ressources à mobiliser si nécessaire pour obtenir cette exéquatur au Maroc. Pour ce qui est de l'application, à partir du moment où du coup Jean-Eudes va déménager en Espagne, et bien là, on a un positionnement qui est également un peu plus complexe puisque l'Espagne n'est pas partie à la convention. Elle ne fait pas partie des 16 pays qui ont adhéré ou ratifié la convention de La Haye sur la protection des adultes vulnérables. Et donc, il va falloir se référer à la loi espagnole pour s'assurer que ce mandat de protection future pourra être mis en œuvre. Donc la loi applicable est bien ce que prévoit le code civil espagnol, c'est qu'effectivement, de manière tout à fait identique à ce que dit la Convention de La Haye, c'est que bien la loi applicable est bien celle du lieu de résidence au moment de l'activation de la mesure de protection, et qu'en cas de changement d'état de résidence, eh bien c'est le nouveau lieu de vie qui a vocation à s'appliquer. Et l'Espagne reconnaît également les mesures de protection en vigueur dans d'autres pays. Donc ça signifie que le mandat de protection future qui a été rédigé et ouvert en France pourra par la suite, au moment du déménagement, continuer à s'exécuter à l'étranger, mais il s'exécutera donc dans le cadre de la loi espagnole, ce qui signifie que s'il y a des dispositions qui sont prévues dans le mandat, qui vont en contradiction avec les normes d'ordre public en Espagne, eh bien, ces dispositions, évidemment, ne pourront pas s'appliquer. Mais dans l'ensemble, les dispositions du mandat de protection future s'appliquera. Il faudra s'assurer, par exemple, pour tout ce qui va être quels sont les actes que le mandataire de protection future peut faire ou non, mais il faudra aller vérifier que ce sont les mêmes règles qu'en France pour que la personne puisse faire ces actes sans autorisation d'un juge. Bon, sachant qu'en Espagne, il existe aussi un dispositif de mesure de protection future, en fait. Donc, voilà, il faut aller voir au cas par cas comment la mise en œuvre se fera en cas de changement de lieu de vie, de pays de résidence. Alors maintenant, on va voir donc un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est un mandat d'inaptitude étranger qui va s'appliquer en France. Donc là, on est sur Josiane qui est née à Bruxelles, en Belgique. Elle va rédiger, vous savez qu'en Belgique, il y a un acte, vous avez un mandat de protection qui s'appelle mandat extrajudiciaire. Donc Josiane, elle achète un appartement à proximité de Bruxelles et elle va se retrouver en situation de perte de capacité en Belgique. Donc son mandat est activé en Belgique et par la suite, elle émigre donc à Châtelaillon-Plage, en Charente-Maritime, pour son suivi médical. Voilà, donc là, pareil, on va se reposer la question des lois applicables aussi bien pour les biens et la personne de Josiane. Donc à partir du moment où elle va s'installer, donc évidemment tant qu'elle est en Belgique, c'est l'acte, c'est le mandat extrajudiciaire belge, il est bien soumis à la loi belge, mais à partir du moment où elle va s'installer en France,
Eh bien, on va se poser la question déjà, est-ce que la Belgique est partie à la convention, de La Haye? Donc effectivement, la Belgique et la France sont toutes 2 parties à la convention de La Haye. Donc ça signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une décision d'exequatur puisque, de manière pardon, de manière automatique, la mesure de protection est reconnue par tous les États contractants et donc la France reconnaît, toutes les mesures de protection, futures, qui sont, prises par les pays qui font partie de la convention de La Haye. Donc, le mandat belge, il pourra être enregistré auprès du greffe des tutelles de La Rochelle et il pourra, de ce fait, le mandataire pourra exercer son mandat, comme, il l'aurait fait même si c'était un mandat de protection futur français. Mais par contre, évidemment, pour la mise en œuvre de ce mandat, il faudra obligatoirement appliquer la loi française, puisque c'est la loi du lieu de vie de Josiane qui détermine dans la manière dont, le mandat va s'appliquer. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on reprend la question de la liste des actes qui pourront être, réalisés par le mandataire de protection future, qui est quand même un sujet assez important, eh bien, ce n'est pas la loi belge qui déterminera, mais ce sera la loi française. Donc ça signifie qu'il faudra, même si le mandat est étranger, il faudra aller regarder, ce qui est indiqué dans la loi française pour savoir quelle est l'importance et notamment, par exemple, sur la résidence principale. Si le mandat extrajudiciaire prévoit la possibilité de vendre la résidence principale sans autorisation du juge des tutelles, ça ne sera pas possible. Heu, on devra quand même se conformer aux dispositions, de l'article 426 du code civil qui prévoit que, le mandataire doit obligatoirement obtenir l'autorisation du juge des tutelles, pour pouvoir passer un acte de vente, un acte de disposition sur la résidence principale. Alors par contre, effectivement, l'appartement de Bruxelles, lui, il reste soumis à la loi, heu, belge puisque, c'est toujours la réglementation, du pays dans lequel se situe le bien qui va s'imposer pour la mise en œuvre de ce bien. Donc si par exemple, vous avez la question des résidences principales et secondaires, si, Josiane, l'appartement est resté sa résidence secondaire, on va pas s'interroger, on va pas regarder l'article 426 du code civil pour savoir si on peut la vendre ou pas, parce que vous savez que l'autorisation du juge des tutelles concerne non seulement la résidence principale, mais aussi les résidences secondaires. Mais on va pour l'appartement de Bruxelles, c'est pas l'article 426 qu'on va aller voir, et bien c'est la réglementation belge. Qu'est-ce qu'il faudra s'assurer, vérifier, de savoir qu'est-ce que prévoit la réglementation belge pour ce qui est, de la vente d'une, résidence principale ou secondaire, donc la loi belge. Donc voilà pour, les 2 exemples, que, nous souhaitions vous présenter. Alors, les dernières, précisions qu'on souhaiterait vous donner, c'est que, si on prend le cas effectivement, d'un expatrié, il faut vraiment avoir en tête que, pour ce qui est du pays de signature, pour ce qui est des conditions de validité du mandat, c'est le lieu de du pays de résidence qui doit être pris en compte. Donc si prenons un expatrié qui vit, hem, aux États-Unis et qui veut rédiger son mandat de protection futur, mais il sait que, si jamais il a une difficulté, il voudra, être rapatrié en France. Donc il a tout intérêt à rédiger un mandat de protection future, fran de droit français, qui soit soumis aux conditions de validité de droit français. Donc ça veut dire que, hem, il va, indiquer comme son lieu de résidence habituel n'est pas la France, mais les États-Unis, il faudra qu'il prévoie expressément dans, le mandat de protection future
que les conditions de validité de ce mandat sont régies par le pays de sa nationalité ou d'une de ses résidences précédentes, parce qu'il a probablement résidé en France précédemment. Donc ça veut dire qu'il peut tout à fait décider que le mandat de protection future sera soumis au droit français, même s'il ne réside pas actuellement en France. Et donc, ça va permettre donc pour tous les expatriés de pouvoir faire un mandat de protection future sous le régime du droit français, puisque s'ils reviennent en France en cas de difficulté, eh bien c'est bien un mandat de protection future français qui s'appliquera. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce mandat de protection future, il peut être rédigé par un agent diplomatique ou consulaire, parce qu'effectivement, il y a une réponse ministérielle sur ce sujet qui prévoit que voilà, vous avez une compétence des agents diplomatiques ou consulaires pour faire des actes notariés. La difficulté, c'est qu'il y a quand même la question du suivi des comptes. Et donc, imaginez qu'un expatrié signe son mandat de protection future auprès d'un agent diplomatique, puis au moment où il doit être, où son incapacité se présente, eh bien, il va se faire rapatrier en France. Ça veut dire que c'est cet agent consulaire qui serait censé assurer le suivi des comptes de gestion, ce qui n'a pas vraiment de sens et qui n'a pas du tout été imaginé dans le décret de 91 qui est relatif à la compétence des agents diplomatiques dans le domaine notarié. Donc, il est préférable dans ce cas-là d'avoir recours à un notaire français en France pour passer le mandat de protection future. De cette manière, c'est bien lui qui assurera le suivi en cas d'activation, qui assurera le suivi de bon déroulement de ce mandat de protection future. Donc ça, c'est un point important parce que c'est évident que beaucoup d'expatriés vont imaginer, enfin, ça peut être une cible de personnes à sensibiliser les expatriés. Et donc, il faut vraiment les inviter à aller rédiger leur mandat chez un notaire français plutôt que dans les agences, auprès d'un agent diplomatique ou consulaire. Dans les dernières précisions, donc, je vous mets les 16 États qui ont ratifié ou qui ont adhéré à la Convention de La Haye. Donc, vous avez grosso modo voilà, les principaux États européens, mais il y a quand même des États assez importants tels que l'Espagne ou l'Italie qui n'ont pas encore adhéré ou en tout cas qui n'ont pas ratifié cette convention. Donc, il faut savoir que parallèlement à ces 16 États, vous en avez d'autres États. Alors, je vous donne quelques exemples principaux, comme l'Australie, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis et l'Italie, qui ont eux-mêmes prévu un dispositif de mandat d'inaptitude futur. Ce qui signifie qu'il y a toutes les chances que, quand même, donc il faudra examiner la réglementation au cas par cas, mais qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre ces réglementations et la mise en œuvre d'un mandat de protection future français, ou à l'inverse, d'avoir un mandat de protection future de ces pays-là qui devrait s'appliquer en France. Donc, si vous avez besoin d'avoir des précisions sur les réglementations, on va dire, européennes en droit de la protection, vous avez un site dont on vous a mis le lien. Vous aurez le support après cette formation et qui vous permet d'aller voir au cas par cas quelles sont les réglementations applicables en droit de la protection. Et nous, on est susceptible de vous répondre aussi, puisque c'est des points qu'on a déjà ponctuellement regardés à la demande d'autres notaires. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous voulez avoir des informations sur une incompatibilité potentielle de réglementation face à des éléments d'extranéité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Nous avons pratiquement terminé cette petite demi-heure. Sachez que nous promouvons, nous avons mis en place la première plateforme dédiée au mandat de protection future, donc, qui s'appelle Alix Accompagne et qui permet vraiment d'offrir à chaque personne une protection future de grande qualité.
notamment en générant des mandats à partir de notre closier qui est assez conséquent et en permettant aux personnes, dans un coffre-fort de volonté, d'exprimer des volontés très pratiques, très personnelles et de les actualiser régulièrement. Et enfin, on apporte à chaque, du coup, à chaque personne qui souscrit à notre accompagnement en complément de son mandat notarié, eh bien, on va accompagner leurs proches lorsqu'ils seront susceptibles de devenir mandataires. Eh bien, on va accompagner leurs proches pour qu'ils puissent exercer plus facilement leur mandat, parce qu'ils ont toujours 1000 questions quand le mandat se met en place. Voilà, c'est quand même très stressant pour eux, donc c'est bien de pouvoir avoir une hotline juridique qui répond aux questions les plus fréquentes et voilà, qui les rassure sur le fait qu'ils exercent correctement leur mission. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.